caché, et bien je dis le fait qu'il soit caché communique, parle, on parle de lui comme un lieu caché. Et ça contribue à son image, à votre détriment ou à votre avantage, mais vous ne pouvez pas faire que vous ne communiquiez pas. Si vous dites « je ne dirai rien ce soir, je vais à la réunion, mais j'en ai marre de me faire engueuler, j'en ai marre de cartonner avec machin, je ne dirai rien ». Comme ça, on ne pourra pas me dire que j'en fais trop, que je me ramène ma fraise tout le temps, je ne dis rien. Eh bien, si vous faites ça, vous allez voir ce qui va se passer. C'est que dans la réunion, il va y avoir quelqu'un qui va vous dire à un moment « Écoute, j'aimerais bien que tu le dises. » Parce que de passer la soirée comme ça, à me regarder, à ne rien dire, je trouve que c'est encore pire. Et hop, vous allez dire « Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'avais rien dit ce soir. » Et hop, c'est de la... Le fait de ne pas dire, et si vous dites « Bon, très bien, je parle, je me fais engueuler. Je ne parle pas, on m'engueule. La prochaine fois, je ne viens pas. » Et quand vous laissez votre chaise, vous allez voir, tous les gens du groupe vont dire « Ouais, mais t'as vu? Il n'est pas venu. » Et alors là, le psychodrame peut démarrer. Oui, il n'est pas venu parce que la dernière fois, t'as vu ce que t'as dit? Et moi, je pense qu'il est blessé, là, maintenant, tu vois? Et alors, ça y est, je commence à rentrer dans le chou de mon collègue pour lui dire que peut-être qu'il a blessé celui qui n'est pas là et que peut-être que même il décompense et que s'il fait par hasard une tentative, eh bien, tu en porteras la responsabilité. Et on rentre dans un psychodrame. C'est-à-dire que le fait de ne... On ne peut pas ne rien dire. C'est terrible, ça. On ne peut pas ne rien dire. Toi, quoi que nous fassions, nous disons. Donc, on est obligé de prendre cette dimension en compte et d'essayer de comprendre et de maîtriser, pour autant qu'on puisse le faire, notre communication. Ça, c'est terrible. Que vous mettiez des sous dans la communication, que vous n'en mettiez pas, vous dites quelque chose. Et les gens vous prêteront un discours. On ne peut pas sortir de là. Ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Ça veut dire que c'est vraiment important. Deuxième chose, tout est communication. C'est lié au premier. Tout est communication. Et communication, la tête que j'ai, les fringues que je porte, le lieu où je parle, le ton de ma voix, tout est communication. Et dans un centre social, et communication, la personne qui est derrière la banque d'accueil, et communication, le mur, les WC, tout est communication. La façade, la terrasse, l'endroit où on se parle, tout est communication. C'est à maîtriser. Alors donc, il y a le verbal. Ça, à la limite, c'est le plus facile dans la communication. Le verbal, c'est ce que je dis. Tant que Alzheimer ne m'a pas complètement bouffé les neurones, je peux à peu près maîtriser ce que je dis. C'est assez facile, ça. Mais le reste, c'est plus compliqué. Il y a le paraverbal. Le paraverbal, c'est le ton de ma voix, c'est ma prononciation, c'est mon débit, c'est si je parle haut, si je parle bas, si je parle dans les aigus, dans les graves, si je zozote ou machin. Ça, c'est du paraverbal. Et ça, c'est très important. Au téléphone, c'est déterminant. Vous avez remarqué au téléphone, le ton de la voix, ça dit tout. Ça dit si vous avez envie de parler à la personne ou si vous n'avez qu'une envie, c'est de raccrocher. Si vous avez le sentiment de déranger, si vous avez le sentiment d'être accueilli, ça dit tout. Le sourire téléphone, tout ça. C'est déterminant, ça, le ton de la voix. Et dans les métiers de relations comme les nôtres, quand vous recevez des gens, le ton de la voix est déterminant. Si vous faites « oui, c'est moi », les gens disent « bon, très bien, au revoir, salut, on t'a vu ». Et puis, il y a tout ce qu'on appelle le non-verbal. Alors, le non-verbal, c'est les gestes, les attitudes, les regards, et puis, dans le cadre, le problème qui nous intéresse, c'est tout l'environnement. Tout ça, c'est le non-verbal. Donc, avoir la maîtrise du verbal, du paraverbal et du non-verbal, c'est compliqué. Et quand on sait, en communication orale, que 70 à 80% du message est passé dans le
paraverbal et non-verbal, et pas dans le verbal, 70 à 80%. Il faut que ça nous oblige à être modeste. Hein. Quand on se dit qu'on veut faire passer quelque chose, il faut être modeste. Il faut savoir quels sont les 10% que je veux faire passer. Quelle est l'idée clé que je veux. Tout le reste, je le chante. C'est valable pour moi, et moi, ce que je voudrais vous faire passer, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Si vous partez avec ça ce soir, vous avez compris. Bon, alors, où c'est compliqué, c'est que chacun d'entre nous, on a sa carte du monde. Alors, vous connaissez cette histoire, la carte du monde, c'est la représentation des choses. Et la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que la carte n'est pas la réalité. La carte, c'est ma représentation de la réalité. Quand je vous demande quelles sont vos attentes, c'est une façon d'aller interroger votre représentation du monde. Comment vous vivez cette soirée? Comment vous vivez ce parcours de communication qu'on a fait avec Gérard? Comment vous imaginez ça? Et quelle idée vous vous en faites? Bon, c'est important pour moi d'avoir cette idée. Mais quand les gens rentrent dans le centre social, ils ont une carte du monde, ils ont une représentation de l'affaire. Hein. Et cette représentation, comment ils vont la faire? Elle s'est faite par toute leur histoire, bon, ça leur appartient. Mais cette représentation, nous y tenons. Et nous, les êtres humains, nous n'avons qu'une envie, c'est d'avoir la confirmation que nous avons raison. Moi, plus je vieillis, et plus je m'aperçois que c'est une des clés pour comprendre le fonctionnement des gens, c'est d'arriver à leur faire dire, c'est que les gens veulent avoir le dernier mot, avoir raison de penser ce qu'ils pensent. Et vous savez, quand on voit ce qu'on pense, quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on se dit qu'on a raison de penser ce qu'on pense. Ça paraît débile. Mais en fait, c'est ça. Ce que je veux, c'est que ce que je vis me dise que ma représentation du monde est juste. Et je prends l'exemple, quelqu'un qui aurait du centre social, une représentation, le centre social, c'est uniquement un truc pour les pauvres et les nécessiteux. C'est un lieu commun, c'est une idée que beaucoup de gens ont des centres sociaux. Vous vous dites, moi je ne veux pas que le centre social ait cette image qui lui colle à la peau, c'est pas Emmaüs, ça c'est ouvert à tout l'ensemble de la population. Vous faites des efforts pour montrer que ça fonctionne comme ça. Le type qui a dans la tête l'idée que ça n'est que pour les pauvres et les nécessiteux, quand il va rentrer, il va sélectionner parmi ce qu'il voit, il va sélectionner uniquement ce qui lui donne raison, de façon à en arriver à la conclusion, oui, c'est bien ça, Donc, ça, le processus de sélection, c'est un processus qui va vous rendre enragé. Quand une personne ne choisit ça, donc elle rentre dans le centre, elle aperçoit quelqu'un qui a l'air d'être en difficulté, elle fait l'impasse sur tous les autres et elle va focaliser sur cette personne-là. Elle va dire, c'est bien ce que je pense. Les centres sociaux, c'est fait pour les gens qui sont un peu largués, un peu mal dans leur peau. Et il repartira en disant, j'ai bien raison de penser ce que je pense. La personne fait ça, mais moi je fais ça, et vous faites ça aussi. On fait tous ça. On choisit dans la réalité ce qui nous donne raison. Ce qui conforte. Parce que ça fait quand même plaisir de se dire que, bon an, mal an, on a quand même raison. C'est moi qui ai raison. Et on fait tous ça. Donc, quelqu'un qui sélectionne, n'essayez pas de lui montrer qu'il a tort d'avoir vu ça. La seule question astucieuse que vous puissiez faire, c'est lui dire, est-ce que tu n'as vu que ça? Il ne faut pas lui dire, tu as vu ça, mais ce n'était pas ce qu'il fallait voir. Ce que l'on a tendance à faire. C'est ce qu'on va lui dire. Mais tu n'as pas vu ça, on va lui faire un reproche. Et là, la personne va s'arc-bouter sur sa position, et elle va vous rentrer dedans. Et vous allez rentrer en conflit. Donc, vous lui dites, ok, tu as vu ça effectivement, et est-ce que tu n'as vu que ça? Et hop, la personne peut ouvrir. On a un deuxième processus, c'est la généralisation, c'est de faire, j'ai vu une fois
que je n'ai pas eu la réponse à ma question, comme je pense que les gens sont incompétents, et que plus les gens sont incompétents, j'en déduis que tous les gens sont incompétents. Je généralise et j'en fais tous les centres sociaux, c'est pareil. Celui qui est à côté de chez moi, il fonctionne comme ça. Tous les centres sociaux sont comme ça. Puis d'ailleurs, les travailleurs sociaux sont comme ça. Et les bénévoles qui travaillent avec les centres sociaux, c'est comme ça. Hop, je généralise. Tout le monde fait ça. Et là, au passage, quand quelqu'un fait ça, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer dans l'art, parce que vous dites c'est de la mauvaise foi. Et là, la question qu'il faut lui poser, c'est ce que tu as vu, est-ce que c'est vrai tout le temps? Est-ce que c'est vrai partout? Tout le temps, partout. C'est-à-dire qu'il faut poser une question. Et puis, la troisième, c'est la distorsion. J'ai une idée dans la tête, eh bien, je vais m'arranger, je vais transformer la réalité pour qu'elle conforte ce que je pense. J'ai une représentation des centres sociaux c'est comme ça. Même si je suis confronté au fait que ça n'est pas ce que je pense, je vais le transformer pour arriver à me dire, en fait, tu as raison, c'est comme ça. Et donc, quelle question, quand quelqu'un distord la vérité, la réalité, posez-lui la question, qu'est-ce qui te fait dire que? À quoi vois-tu que? Les femmes sont ceci, etc. Au lieu de dire, mais tu sais, il y a des femmes qui ne pas. Ça ne sert à rien. La personne, elle reviendra toujours en boucle sur son truc. Vous lui dites, ok, tu penses que les femmes sont machin, qu'est-ce qui te fait dire que? Et le type va dire, oui, enfin, et puis, vous voyez, le simple fait qu'il fasse ça, tac, il commence à bouger dans sa tête. Il se dit, en fait, c'est vrai, c'est une idée que j'ai, mais c'est peut-être pas si évident que ça. Bon, voilà, ça c'est des choses importantes sur la communication que je tenais à vous dire, parce que ça va rentrer dans notre sujet. Autre chose sur la communication, c'est que la communication est un besoin, et un besoin vital. Bon, je n'ai pas le temps de vous parler des signes de reconnaissance, mais le lieu dans lequel vous accueillez les gens est un signe de reconnaissance. Si vous recevez les gens dans une salle qui est dégueulasse, qui est moche, qui est truc, les gens vont dire, mais tu me prends pourquoi? Pourquoi tu me reçois comme ça? Le lieu dans lequel on reçoit les gens, et c'est pour ça que les centres sociaux, le bâtiment, l'organisation de l'espace est importante, parce que c'est un signe de reconnaissance. C'est-à-dire, ça veut dire, je te prends pour quelqu'un d'important et je t'accueille comme chez moi, d'une façon honorable. Et chacun d'entre nous, on a besoin de signes de reconnaissance. Et vous savez, bon, c'est connu, vous savez qu'un bébé qui est privé de signes de reconnaissance, c'est un bébé qui petit à petit se laisse mourir. Signes de reconnaissance, verbaux, non-verbaux, corporels, c'est-à-dire tout ce qui prouve à l'autre, je te reconnais comme un être humain et je m'intéresse à toi et je t'aime en tant qu'être humain et tu es important en tant qu'être humain. C'est fondamental. Et dans un lieu comme les centres sociaux, quand les gens rentrent, ils n'attendent pas ce qu'ils veulent, ce n'est pas des informations sur à quelle heure c'est. Ça, le problème est déjà résolu. Ce qu'ils veulent d'abord, c'est qu'il y ait un lieu dans lequel on leur dise « Tu es une personne humaine, je te reconnais, je t'aime comme une personne humaine et je te prends au sérieux. » C'est la première chose. D'où l'importance du regard, d'où l'importance de la disponibilité de la personne qui est à l'accueil pour dire à l'autre, même si elle est occupée, même si elle n'est pas disponible, je sais que tu es là et c'est important pour moi que tu sois là, je t'accueille. C'est fondamental. Cette histoire des signes de reconnaissance, c'est la chose la plus importante. Parce que tous les comportements humains, ils ne visent qu'à la recherche de signes de reconnaissance. Parce que quand on n'en a pas, on en crève. Je vous disais ça pour le bébé, mais c'est vrai pour les retraités. Vous savez très bien que les courbes de mortalité des gens qui arrêtent, c'est pas pour toi Gérard que je le dis, mais
Vous savez qu'il y a une augmentation de la mortalité dans l'année qui suit la retraite parce que les gens décompensent, ils déstructurent leur vie. Tout ce qui leur apportait des signes de reconnaissance, c'est le boulot. Qu'on lui disait bonjour monsieur, etc., tu existes, bonjour madame. À partir du moment où on perd ça, on en crève. C'est pas une métaphore. On en crève. Alors après, les gens rentrent dans des processus. Souvent, ils font un infarctus ou un cancer ou un truc comme ça. Alors après, il y a les professionnels du signe de reconnaissance. Mon infirmière vient me voir tous les matins. Elle me fait une prise de sang. Elle est sympa, Suzanne, cette infirmière. Je préférais un peu Nadine qui venait avant. Et hop, ça y est, j'établis des rapports et je participe de la société en faisant ça. Mais c'est cette notion de signe de reconnaissance. Pensez, quand vous posez des questions, dites-vous ce qui va donner l'impression à l'autre que je le reçois comme quelqu'un d'important. C'est fondamental. C'est ça que les gens viennent chercher chez vous. Alors ça me fait penser à une chose, je ne sais pas si ça élargit peut-être trop le sujet, mais ça me fait penser à la question de est-ce que c'est un accueil de qualité? Ben oui, mais bien sûr, un accueil de qualité, c'est un accueil qui rassure la personne sur le fait qu'elle est accueillie. Et puis, si on veut aller un peu plus loin, vous savez que cette histoire d'accueil, c'est une situation fondamentale pour l'être humain, l'accueil. Et que une personne qui est en difficulté, une personne qui dans sa vie n'a pas été accueillie. Elle n'a pas été accueillie dans sa famille, elle était le petit frère qu'on n'attendait pas, la petite sœur dans l'histoire personnelle. Eh bien, quand la personne rentre dans une situation nouvelle, elle peut avoir 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est pareil. Elle rentre dans cette situation et personne ne bouge. Elle rentre dans cette salle, personne ne la regarde, personne n'y prête attention. Qu'est-ce qui se passe? La personne est confrontée à cette privation de signe de reconnaissance, et cette privation de connaissance réactualise cette blessure ancienne qui n'est jamais guérie. Et la personne, à ce moment-là, va vivre cet incident tout à fait banal qui est on ne m'a pas fait attention à moi quand je suis rentré dans la salle. Sauf que si elle a une blessure comme ça derrière, ça réactualise ça. Et la personne, elle va être mal, et sévèrement mal. La situation d'accueil, c'est une situation fondamentale, mais au sens propre du terme pour l'être humain. On a besoin d'être accueilli, d'être rassuré, même si on est vieux, chenu et tout, cette blessure-là, elle se réactualise. Et les gens que vous avez, c'est des gens très souvent, ça c'est ma croyance, qui sont des blessés, des gens qui n'ont pas été accueillis. Ils sont socialement, ils ne se sentent pas accueillis. Dans leur histoire, ils n'ont probablement pas été accueillis. Et donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est quelqu'un qui leur dise « Je t'accueille, tu es chez toi, tu peux t'installer, tu peux faire le truc. » C'est basique.